Je vous annonce dès le début que ce cas, mais aussi plusieurs cas de Covid chez l'enfant, elle nous incite à poser plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comme tous les services de l'hôpital Farhat Rached, mais tous les services de pédiatrie en Tunisie et partout dans le monde, on s'est préparé pendant la première vague et la deuxième. Donc, on a élaboré des recommandations, on s'est organisé sur le plan architectural, on a suivi des formations, on s'est préparé pour une intubation d'un enfant grave, mais aussi on a fait des discussions aussi par Messenger, par Facebook. Je vous rapporte le cas de Kenza, âgée de 6 ans 5 mois. Elle a consulté le 18 octobre 2020 pour dyspnée et fièvre. Donc, Kenza n'a pas d'antécédents particuliers familiaux. Les parents disent qu'elle n'a pas d'antécédents pathologiques, mais par la suite, ils nous ont rapporté qu'elle a reçu plusieurs fois des corticoïdes et en février, elle a été traitée pour une pneumopathie a priori à germe atypique. Donc, elle vit avec ses parents, scolarisée en première année de base. Elle n'a pas de contact Covid, parents asymptomatiques et une sœur âgée de 4 ans. Elle a une odynophagie. Elle habite à Cité Riyad où on savait à Sousse qu'il y avait beaucoup de cas déclarés. Donc, elle s'est présentée au triage et vu qu'elle avait une dyspnée, fièvre, avec dans l'entourage dans sa région, il y avait beaucoup de cas Covid, on l'a passée au circuit Covid. Donc, au circuit Covid, on l'a examinée. Donc, elle avait une toux, fièvre. D'après les parents au début, ils ont dit qu'elle remonte à 1 jour, puis par la suite à 5 jours. Et à l'examen et à la saturation, elle avait 85 LR ambiant. Donc, elle a été hospitalisée d'emblée à l'unité de Covid, secteur réanimation. Donc, notre secteur REA, c'est une unité Covid, c'est une unité qui a été créée à cette occasion. À l'examen, on a trouvé une patiente qui était très agitée, qui était consciente, mais surtout agitée. Elle avait une température 38,6, des amygdales hypertrophiées, elle avait un wheezing, des quintes de toux cyanogènes. Elle était polypnéique à 50, un tirage intercostal marqué, une saturation à 85 LR ambiant et sous masque, concentration en 8 litres, une saturation qui est 93 à 94. Elle avait des râles sibilants, elle était tachycarde avec une tension à 10,6. Voilà son BMI pour son âge, il était augmenté. Aux examens complémentaires, le premier bilan, donc il n'y avait pas de neutropénie ni de leucopénie. Elle avait des lymphocytes à 2300, une hémoglobine à 13, plaquette qui est normale, CRP à 45, PCT à 0,55 et gaz du sang artériel sous oxygène, pH 72, PO2 à 69, PCO2 à 32 et une saturation à 94. Voilà sa radiothorax. Donc, on l'a perfusée, on l'a mis sous oxygène, elle a reçu du Solimedrol, des nébulisations au début, bêta-2 mimétique, et Atrovent, du Mopral et antipyrétique. Et on a fait son PCR Covid qui est revenu positif. Donc, par la suite, on l'a restreint. On a arrêté Solimedrol, on l'a mis sous Dexa. Donc, on a suivi le protocole des adultes qui mettent des Dexa. Sous azithromycine, amoxicilline acide clave 150 mg kg, des vitamines D, C. On a arrêté la nébulisation et on a donné de l'aérol par chambre d'inhalation. Mais aussi, en attendant le scanner et le dédimère, on a mis sous HBPM à dose préventive. Par la suite, on a complété par TP qui est revenu à 52. Donc, on a donné de vitamine K, ferritinémie à 149. Troponine à 21, pro-BNP à 467 et là, dédimère à plus que 10 000. Donc, on est passé à HBPM curatif. Le scanner, il a montré une pneumopathie infectieuse touchant presque la moitié des poumons, associée à des atelectasies dans les vases inférieurs bilatéraux. Donc, à J2 d'évolution, c'est la nuit du 19-20, et J6 à peu près d'évolution de ces symptômes. On a constaté une aggravation de la dyspnée, une fréquence respiratoire à 80 pour un âge de 6 ans, une saturation à 78, saturation sous masque à haute concentration à 88 et des crépitants au base. Donc, on l'a mis au début sous VNI avec une aide à 12, une PEP à 6 et FiO2 à 100%. Donc, et on a donné aussi de l'Atalax parce qu'elle était vraiment agitée. Donc, la fréquence respiratoire, elle a diminué progressivement avec la VNI, une diminution progressive, légère des signes de lutte.
et gaz du sang veineux sous VNI, PO2 à 28, puis gaz du sang artériel, pH 7,39, PO2 à 47, sous PEP à 6. Donc, notre première question, est-ce que c'est un SDRA? Donc, en revoyant la définition, la dernière définition de l'SDRA chez l'enfant, donc on a des symptômes qui remontent à moins de 7 jours, une atteinte alvéolaire, une atteinte bilatérale, et pour les enfants qui sont en ventilation non invasive, donc quand on est sous une PEP à plus que 5, avec un PF qui est inférieur à 300, donc on avait une PaO2 sur FiO2 qui était inférieure à 300, avec un enfant qui n'a pas d'atteinte cardiaque, donc on peut retenir la définition de SDRA. Donc là, PaO2 sur FiO2, elle était à 47, inférieure à 300 sous une PEP à 7. La troponine à 21, pro-BNP à 467 et dédimère à plus que 10 000, on a complété par l'échocardiaque qui était normal. Donc oui, c'est un SDRA. Donc pour son évolution, sous VNI, elle était très agitée, malgré l'anxiolytique. À J3, on a décidé de la passer avec l'oxygène en haut débit, après les 24 heures de VNI, au début par respirateur artificiel, au début par un débit d'oxygène de 10 litres, puis on a augmenté progressivement parce qu'elle ne tolérait pas ce débit important. Et aussi le décubitus ventral, au début entre 4 et 12 heures, donc on a allongé de jour en jour. Elle est devenue moins agitée, une fréquence respiratoire qui baissait progressivement à 35, des signes de lutte moins marqués, un débit à 10 litres, elle sature à 90. Et au gaz du sang sous oxygénation à haut débit, elle a toujours une PO2 à 30. On a augmenté le débit 15, 17, 20, ce qui a permis une saturation à 95. Sa radio de contrôle, le 24-10 et J7 de l'évolution, donc on a toujours cette atteinte. Après, on a passé du respirateur artificiel pendant 5 jours, on est passé au Humiflow avec un débit à 25 litres par minute. Donc, la deuxième question qu'on peut se poser, l'oxygénation à haut débit, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour ceux qui la prennent en charge? Au début, l'oxygénation à haut débit, on était méfiant parce qu'on croyait ou on avait comme idée qu'elle participe à la contamination des soignants, mais de plus en plus, on retrouve des articles qui approuvent le bénéfice de l'oxygénation à haut débit. Et la dernière version, la version 5 de la SRLF, où le groupe francophone de réanimation a été bien présenté avec professeur Sylvain Renelot, où ils ont approuvé que la ventilation oxygénation à haut débit, elle peut être ou elle est bénéfique. Elle peut même diminuer le recours à la ventilation mécanique invasive. Mais bien sûr, quand on met un enfant sous ventilation, un patient sous ventilation non invasive ou oxygénation à haut débit, il faut être méfiant, il faut être vigilant parce que ce patient, il peut nécessiter à tout moment une intubation. Donc, pendant cette période, on était vraiment stressés. Donc, en ce qui concerne l'aérosolisation et le risque de contamination, apparemment, il y a des résultats qui sont discordants et ce risque, il est considéré actuellement comme limité avec, comme vous voyez, ces articles. Si on revoit notre patiente, donc J4, pH 732, PO2 à 30, J6, elle s'améliore sur le plan respiratoire, jusqu'à J7, toujours PaO2, elle est à 40, elle est toujours sous corticoïdes. On a maintenu jusqu'à 7 jours de dexaméthasone. Elle s'améliore sur le plan respiratoire. Elle est toujours sous FiO2 à 100%. Et aussi, toujours une hypoxie. Donc, la question, pendant une semaine, un enfant qui est hypoxique, faut-il l'intuber maintenant? Donc, cette patiente, à J10, elle s'est améliorée. On a pu baisser la FiO2 à 50%. Progressivement par la suite jusqu'à 7 litres, une fréquence respiratoire qui était à 18. On remarque que l'SDRA, il est atypique. Il est atypique en cas de Covid. Et en ce qui concerne l'intubation, il faut toujours peser le pour et le contre. Il faut surtout intuber quand il y a des signes de détresse respiratoire importants et un risque d'épuisement. En ce qui concerne le pourcentage d'SDRA chez l'enfant, il peut aller jusqu'à même 60% pour ceux qui sont hospitalisés en des unités de réanimation pédiatrique, d'après certaines revues.
mais SDRA avec un enfant qui est devenu souriant. Donc, Kenza, elle est devenue souriante. Elle avait un bon état général, elle était calme. Sa détresse respiratoire diminue de jour en jour, mais elle est toujours hypoxique. En fait, c'est le docteur Gattinoni qui a publié déjà que son observation que le SDRA peut être atypique. Et il a considéré qu'il y a deux profils de SDRA. Il y a le profil L et le profil H. Et qu'il faut être patient avec le SDRA du Covid. En fait, il a remarqué aussi que certains profils, ils peuvent être gérés avec l'oxygénothérapie à haut débit. Il y a d'autres publications qui parlent de ces profils H et L. L, où la concluence pulmonaire, elle est normale, avec une conservation de volume pulmonaire, où l'enfant ou le patient, il n'a pas de signe de détresse respiratoire important. Et le profil H, où la concluence, elle est altérée, il y a des signes de détresse respiratoire importants. Et le passage d'un profil à un autre, ils sont possibles. Donc, intubation, donc on doit être patient. Et comme le disait Cissahlo le souci, on traite un patient et pas un bilan. Donc, à J10, l'enfant, elle s'améliore, la fréquence, elle est à 18, il y a moins de signes de lutte. Donc, est-ce que c'est une hypoxie heureuse ou happy hypoxia? Cette notion a été déjà rapportée parce qu'on peut observer des enfants qui ont, des patients aussi adultes, ça a apparu, ça a été constaté surtout chez les adultes au début. Donc, des adultes qui semblent être avec un bon état général, mais ils ont une hypoxie qui est profonde. On a contrôlé pour Kenza la biologie. Il y a une diminution du CRP, des dimères, la troponine s'améliore, pro-BNP aussi, le TP il devient à 75. La ferritinémie, elle reste élevée. On n'avait pas de leucopénie, on n'avait pas de neutropénie. J11, on a pu sevrer Kenza de l'oxygène. J13, gaz du sang artériel, pH à 7,35, PaO2 88. Et l'angioscanner TDM thoracique de contrôle, il est sans anomalie, il n'y avait pas d'embolie pulmonaire. Et il était presque underground. Donc voilà, Kenza qui est celle au fond, qui était à côté des fenêtres. On n'avait pas de pression négative dans notre unité, mais on essaye d'aérer nos chambres. J15, sortie de Kenza le 2 novembre. Elle avait une saturation d'oxygène à la remise en 98. Après 15 jours d'hospitalisation, 18 jours d'évolution de la maladie, sous traitement de fond de l'asthme, sous des vitamines, et on a arrêté les paris. Maintenant, Kenza, est-ce qu'elle a un terrain particulier? Donc, par curiosité, on a dosé les immunoglobulines humorales et cellulaires sont revenus normaux. L'IgE à 900, elle a une atopie. Et on a prévu de faire l'exploration fonctionnelle respiratoire pour voir si elle est vraiment asthmatique. En ce qui concerne l'obésité et l'asthme, dans les cas sévères, il y a une prévalence élevée, mais le P il reste non significatif à 0,99. Donc, pour ce qui concerne pas le terrain, mais la contamination, on a complété notre enquête. PCR Covid du père, il est négatif lors de l'admission de sa fille. PCR Covid de la sœur, elle est négatif. Il est négatif, plutôt le prélèvement. PCR de la mère réalisé à la sortie de sa fille, négatif. Donc, on a complété par les sérologies parce qu'un PCR négatif peut être positif au début, puis par la suite, il se positif. Donc, est-ce qu'ils ont déjà contacté le Covid? Est-ce qu'ils ont été des porteurs asymptomatiques? Donc, voilà les sérologies. Les sérologies sont négatives. C'est vrai, les sérologies étaient combinées en IgA, IgG, IgM, mais chez le père, chez la mère, chez la sœur, ils sont négatifs. Donc, c'est quoi l'origine de la contamination? C'est notre dernière question. Donc, comme message, on a trouvé que 5 jours pour consulter, c'est trop long, mais ce délai, on l'a trouvé dans plusieurs publications. Donc, on doit être plus vigilant pour consulter et ne pas considérer un syndrome grippal comme une simple grippe saisonnière. Donc, chez l'enfant, le Covid existe. L'SDRA peut être atypique. Donc, il y a aussi la place de l'oxygénation à haut débit. Le décubitus ventral nous a semblé qu'il était très important et nous a aidé pour la prise en charge, pour améliorer l'état de Kenza. On a mis sous héparine et pour les corticoïdes, il faut les prolonger jusqu'à 10 jours d'après les recommandations de la CRLF. Donc, il ne faut pas hésiter, ce n'est pas seulement 5 jours. Je vous remercie